juste essayer. Fonctionne le micro? Toujours pas. Je vais faire ça. C'est bon. Ah, parfait. Il y a quelques mois, je suis tombé sur un petit problème de domotique que je n'arrivais pas à résoudre. Et on m'a conseillé de mettre en place, d'avoir plutôt une approche temps réel. Et donc, j'ai suivi ce conseil et je me suis lancé et je suis tombé sur Nilertos, qui est un système d'exploitation temps réel pour microcontrôleur. Alors, qu'est-ce que j'entends par microcontrôleur? C'est ce genre de bête-là. Donc là, j'ai pris 2 Arduino. Alors, l'Arduino, c'est un projet open source très sympa. Il y a des cartes de développement, des designs open source, un éditeur de développement et des bibliothèques logicielles. C'est l'idéal pour commencer. La flèche du bas. Non, ça va un petit peu trop vite. Excusez-moi. Après, c'est vraiment les effets que sur. Excusez-moi, je suis vraiment désolé de. Comment on peut le mettre derrière? Ah ouais, c'est affreux, normal, oui. Donc, dans ces cartes Arduino, il y a un microcontrôleur qui s'appelle Atmega 328. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment c'est un petit ordinateur avec un petit cerveau, mais des pattes assez musclées. De toute manière, Atmega 328, le chiffre n'est pas très important, puisque Nilertos doit être compatible avec toute la famille Atmega. Donc ça peut être utilisé en fait avec d'autres cartes contrôleurs. Dans le projet Arduino, Atmega est cadencé à 16 MHz, ça paraît modeste. Grosso modo, il peut allumer une LED 16 millions de fois par seconde. Vous, si vous devez allumer votre écran téléphone portable, ça vous prendra 6 mois. Donc c'est important d'avoir cette notion de différence de temps, perception de temps entre le microcontrôleur et vous. Un des projets sympas qu'on peut faire en domotique, ça va être de récupérer la température en dehors de la pièce. Alors pour ça, on peut prendre une sonde de Dallas, elle est super bien, pas chère, facile à programmer, à coder. L'inconvénient, c'est qu'elle est très lente. Alors dans notre petit dispositif, on va faire clignoter une LED pour que l'utilisateur sache qu'on est en phase de calcul. Donc on va demander la température, on va allumer la LED, on va bloquer le microcontrôleur pendant 250 millisecondes pour avoir la perception rétinienne, que la lumière est allumée. On va faire clignoter encore une fois. Et dès que nous allons pouvoir attendre 750 millisecondes, enfin dès 700 millisecondes, pardon, on va pouvoir calculer la température de la LED. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'on aura perdu 50 millisecondes. Alors à l'échelle humaine, ça donnerait l'équivalent de 9 jours. Donc il y a plusieurs manières de résoudre cette attente, soit de découper la dernière attente, où on peut avoir une approche plus programmation et de faire une boucle avec une variable de temps. Dès qu'on est sur des multiples de 250 millisecondes, on permet tout à la LED. Il y a une autre approche qui est plus axée sur l'électronique, qui est d'utiliser les interruptions avec un timer, mais c'est pas du tout dans les simplicides. Dans tous les cas, pendant le code que je vous ai présenté juste avant, vous devez mélanger au sein de votre même bout de code de la gestion de la LED, la gestion de température. Vous n'allez pas avoir beaucoup de souplesse. Et en plus, vous devez organiser ça, vous devez faire attention à l'ordre dans lequel vous allez organiser les interactions du microcontrôleur. Donc la dernière solution que je vous propose, c'est Nilertos. Il va nous amener plusieurs choses, comme notamment avoir des tâches simultanées. On va pouvoir mettre des priorités. Et en plus des priorités, on va pouvoir gagner avec du temps masqué. Je vous expliquerai un peu plus tard. Dès que nous sommes sur des problématiques de multiprocess, nous allons avoir des risques de désynchronisation. C'est pour ça qu'il y a 2 primitives très intéressantes. Le sémaphore qui va servir de bloquant et un deuxième qui est la queue FIFO qui va nous servir à avoir une approche asynchrone. Je vais vous détailler tout ça. En ce qui concerne les process, dans l'environnement Arduino, vous allez utiliser la commande de delay qui va bloquer le microcontrôleur, mais de manière stérile, on ne pourra pas faire autre chose, comme vous avez vu dans le cas de notre sonde de température. Donc j'ai pris pour exemple arbitraire un process A, un process B. Alors entre A1 et A2, il nous faut une attente incompressible, comme la sonde de température précédemment. Nilertos va nous permettre en fait de rentrer dans A, d'exécuter A1 et de sortir. Nilertos récupère la main. Il y a B1 qui a, il y a B qui a réalisé, donc il va faire B1 et B2.
et une fois qu'il a terminé B2 qui tombe sur une attente, il va pouvoir sortir. Premier gain immédiat, c'est que nous avons pu obtenir une attente temps masqué, donc nous avons pu effectuer B1 et B2, avant on ne pouvait pas. Il se trouve une autre chose, c'est que lorsque Nilertos quitte un process, il va garder en mémoire qu'il faudra re-rentrer dans ce process et à quel endroit il faudra re-rentrer. Donc, question, sachant qu'il a planifié A2 et B3 en même temps, comment est-ce qu'il va déterminer? Alors, Nilertos est un système minimaliste, on va y revenir encore. C'est tout simplement l'ordre dans lequel vous aurez déclaré vos process qui va servir d'ordre de priorité. Les process de Nil, en particularité, ne doivent jamais se terminer. Vous devez donc posséder une boucle et il faudra à tout prix qu'il y ait un point de sortie qui servira également de point entrant. Sinon, votre process va être bloqué et puis vous n'allez sûrement pas obtenir de multitâche. On va commencer à voir la première primitive, sémaphore. Ce qui est intéressant quand on fait du débugage avec ce genre de microcontrôleur, c'est qu'il peut nous écrire du texte qu'on peut récupérer via le bus série directement sur notre écran. Alors si on a deux process qui s'amusent à écrire deux choses bien distinctes, comme bienvenue ou tout simplement la température récupérée par la sonde, il arrivera un moment où c'est qu'ils vont vouloir écrire tous les deux en même temps, et le premier va commencer à écrire, le deuxième va écrire en plein milieu, et vous n'obtiendrez sûrement pas l'effet que vous voulez, puisque c'est simplement illisible. On va donc avoir une approche collaborative, et notre sémaphore va nous servir en fait d'autorisation. Donc là, j'ai pris l'exemple de notre stylo d'un sémaphore. Avant d'écrire bienvenue ou avant d'écrire la température, nous allons demander le sémaphore. Une fois que c'est écrit, on va rendre le sémaphore. Donc, mission accomplie, on a notre texte sans chevauchement. Il est très important de comprendre que l'approche sémaphore, elle est beaucoup trop bas niveau. C'est très bien, c'est très puissant, mais si on est dans une approche où on veut faire un programme d'envergure, il va y arriver un moment où, si vous avez un bug sur bienvenue, il ne va pas rendre le stylo, et bien votre process météo ne s'exécutera jamais, et votre microcontrôleur va s'arrêter dans une étape que vous n'avez sûrement pas prévu. La manière la plus élégante de régler le problème précédent est d'utiliser plutôt les queues FIFO, donc c'est le première entrée, première sortie. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on pouvait recevoir du texte du microcontrôleur sur notre ordinateur, mais on peut aussi leur envoyer des commandes textuelles, comme tout simplement notre ordinateur via SSH, tout ce que vous voulez. Et le microcontrôleur va recevoir les lettres une par une. Donc, admettons qu'on a donné une lettre, on récupère la lettre, on concatène, et on fait nos longs traitements. Eh bien, pendant que le microcontrôleur sera en train de faire les traitements, il va tout simplement pas pouvoir prendre en compte les nouveaux caractères qui arrivent, et donc vous allez avoir, alors je fais cette phrase en gramme, voilà, a priori vous n'obtenez pas toutes les lettres que vous voulez, et donc vous n'aurez absolument aucune commande de réalisable. L'approche qui va nous permettre la queue, c'est d'avoir d'un côté un process qui va attendre les lettres, les concaténer, et les mettre dans le FIFO. Et lorsque le microcontrôleur aura du temps, donc quand vous aurez grosso modo établi les commandes, il va pouvoir rentrer dans le process mots, traiter les mots et faire des commandes. Alors une petite astuce, pensez à séparer vos longs traitements avec des attentes pour que Nilertos puisse récupérer la main et remettre dans le process lettre. Et par rapport à ce que j'ai dit des priorités, pensez à le mettre en très haute priorité. Donc vous n'aurez absolument aucun problème, vous pourrez toutes les commandes que vous allez saisir sur votre clavier seront interprétées bien comme il faut par un microcontrôleur. Donc, quand je vous disais que Nilertos était minimaliste, c'est d'ailleurs le motto du projet. Il n'y a qu'un seul type de process, qu'un seul type de queue, qu'un seul type de signal bloquant, qu'un seul type de priorité. Tout est minimaliste, mais néanmoins c'est beaucoup moins efficace. Très important, la mécanique derrière Nilertos est la même que celle qui est utilisée par les bibliothèques Arduino pour gérer leur temps. Ça veut dire que lorsque vous allez convertir un projet Arduino en multiprocess, avec Nilertos, vous allez devoir faire attention à ce genre de choses et faire la chasse à tous les délais, micros et milices qui se cachent dans votre code, mais aussi dans les bibliothèques qui vous sont fournies pour gérer vos différents composants. Alors, il me reste 30 secondes. Donc, pour la petite histoire, eh bien, ça a bien marché pour moi. Donc, je pilote mes radiateurs, j'avais un problème de télécommande. Donc, quand j'appuyais sur mon téléphone, de temps en temps, il y avait un microcontrôleur qui ne recevait pas l'information.
Et donc, grâce à Nilertos, eh bien, j'ai pu gagner beaucoup de temps de réaction et beaucoup de fiabilité dans ma domotique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que tu peux nous dire la taille de ce noyau minimal en kilooctets? T'as une idée? Alors, ce n'est pas des kilooctets, c'est des octets. Donc là, je pense qu'on doit être entre 200 et 250 octets. Je pense pour le Blink, hein. On peut faire des tests avec le Blink, mais c'est tout petit. Ça dépend si c'est... C'est-à-dire tout le code complet en fait? Non, on va dire... Un noyau plus... Voilà, c'est compliqué. Alors, par exemple, je vais venir. Le Blink Arduino, on peut le faire en 1200 octets. Quand on fait en pur assembleur, ou enfin plutôt en C, on peut descendre à 244 octets. Avec Nilertos, on sera en dessous de 1000, on sera en pur Nilertos. Hein. On sera, je sais pas, entre 500 et 700 maximum. Et l'éditeur, excuse-moi, l'éditeur, c'est toujours l'IDE Arduino ou... Alors, c'est important. Donc, effectivement, le projet Arduino, il y a trois choses. Hein. Donc, je vous ai dit, il y a vous pouvez utiliser la carte Arduino, l'environnement, le lire des Arduino. Par contre, si vous savez comment faire pour vous passer de l'initialisation des bibliothèques Arduino, c'est vrai que c'est idéal. Concrètement, utiliser le setup loop, on utilise la même en fait. Ok, merci. Ton chimie, ce qu'il disait, après j'ai raté le train, comment tu l'installes si tu as déjà un système qui tourne avec Arduino? Ah, très bonne question. C'est pas un ordinateur en fait, c'est Vestual. Non, mais sur l'ordi, tu as le logiciel Arduino. Oui, en fait, il y a un dossier librairie qu'on peut mettre dans le dossier utilisateur. On glisse. En fait, c'est une simple bibliothèque. Donc, il y a l'include. Je ne vais pas le mettre, je n'ai pas l'exemple. Il y a l'include nilertos.h entre les signes inférieurs et supérieurs. En fait, ce n'est pas vraiment un système d'exploitation. C'est un ensemble de macros qui va permettre d'ordonnancer tout simplement. Il suffit de mettre la bibliothèque. Voilà, tout simplement. Alors, je pourrais mettre des exemples si ça intéresse les gens chez MedLab. Voilà. Sinon, j'ai des exemples sur ma clé USB aussi. Ça peut être compatible si tu mets pour les enfants, mais Arduino et des choses comme ça. Tu sais si ça tourne avec? Arduino, non, si je me souviens bien, ce que j'ai vu, il initialise lui aussi ses bibliothèques, et notamment au niveau de ses timers. Ouais. Mais c'est caché. En fait, dans l'électronique, comme le cas d'Arduino, ce qui est bien, c'est que dès que c'est caché, enfin, pour mettre à la portée de tout le monde, on cache les ports, les masques, tout ce genre, les masques de bits. Il y a un coût, et malheureusement, la mécanique sous-jacente, c'est souvent les timers, et c'est très dur de rentrer dedans. C'est très dur de passer derrière un programmeur de haut niveau, comme ceux qui sont d'Arduino, pour passer entre leurs timers et tout ça, c'est une chose. Pas d'autres questions? Merci Christian.